Bonjour à toutes et à tous, nous allons reprendre le cours de l'histoire là où nous l'avions laissé. Souvenez-vous, on avait expliqué la dernière fois, au cours d'une longue séance introductive, la naissance de l'Italie, les choix qu'avait fait ce pays depuis sa création jusqu'en 1914, dont le dernier n'était pas des moindres, était de rester neutre dans le conflit mondial qui s'annonçait, malgré son alliance avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, ce qu'on appelait la Triple Alliance, et que finalement, travaillé par des forces contraires, des forces internes, celui-ci avait finalement fait le choix de rentrer en guerre aux côtés des Alliés en 1915. Donc parmi ces voix, j'ai expliqué qu'il y avait celle de Mussolini, qui s'était fait un fervent interventionniste, alors qu'il n'était pas encore connu à l'époque. C'est une des choses qui ont amené à le faire connaître. Et nous allons voir maintenant, au moment de l'entrée en guerre, quels sont les choix de l'Italie, comment elle compte mener cette guerre, vers quels objectifs, avec quelle armée surtout, quelles sont ses forces, ses faiblesses, donc quels sont les préparatifs. Pourquoi? Eh bien parce que les armées européennes de l'époque font une nette distinction entre le temps de paix et celui de guerre. Et l'armée italienne n'échappe pas à la règle. Donc dans le premier cas, l'armée du temps de paix, c'est quoi? Ce sont les militaires de carrière d'une part, et d'autre part, les jeunes hommes qui effectuent leur service militaire. Donc les militaires de carrière, c'est quoi? Ce sont ceux qui ont décidé d'être soldats, ou sous-officiers ou officiers, comme choix de vie, comme métier. Donc ce sont des gens qui veulent échapper à la misère. N'oubliez pas qu'il y a une grande partie des Européens à l'époque qui sont encore pauvres et malgré les risques de la vie militaire décident de s'engager. Certains ne tiennent pas, d'autres finalement acceptent ce métier, s'en trouvent plutôt bien, grimpent les échelons, ils sortent du rang on appelle. À côté d'eux, vous avez des gens qui sont un peu des repris de justice, qu'on envoie dans des bataillons disciplinaires, c'est une toute petite partie de l'armée mais ça existe. D'autres encore sont de fervents patriotes qui décident de servir leur pays de manière concrète, notamment chez les officiers. Donc à ceci s'ajoutent les jeunes hommes, parce qu'il n'y a pas les femmes à l'époque, ils ne sont pas concernés, qui effectuent un service militaire. Donc c'est quoi? C'est le fait que, bon, ça a commencé il y a très longtemps, mais ça s'est structuré énormément avec la Révolution et l'Empire. Donc c'est le fait que les armées ne sont plus entièrement professionnelles, elles font appel à des jeunes civils pour défendre le pays. Ils sont donc appelés à l'époque à 1, 2 ou 3 ans, par exemple 3 ans pour la France en 1913, et donc sont considérés comme des militaires pendant 3 ans, et sont rappelés en cas de conflit s'il y a lieu. Donc c'est quoi l'armée du temps de paix? Ce sont ces soldats de carrière, plus les jeunes hommes qui font leur service pendant 1, 2 ou 3 ans, voire plus. En temps de guerre, non. Ce sont ces gens-là, plus tous les autres qui sont rappelés, tous ceux qui sont en âge de se battre. Alors, dans les faits, évidemment, on ne rappelle pas tout le monde. Il faut les moyens pour les armer et les équiper, et il y a toujours des gens qui restent à l'arrière parce qu'ils sont nécessaires dans les usines, dans les universités, etc. Ils font la guerre à leur manière. Sans spécialistes de l'industrie, on ne construit pas de canons, on ne construit pas de chars. Donc s'ils avaient à l'époque parfois l'image de planquer, sans eux il n'y aurait pas eu de combat, il n'y aurait pas eu de guerre. Donc l'armée du temps de guerre c'est quoi? Ce sont ces militaires dont on a parlé, plus tous les autres qui se rajoutent, qui sont rappelés. Évidemment, vous en doutez bien, passer d'un état à l'autre est très coûteux. Ça peut être très long et ça déstabilise énormément le pays. Ben oui, parce que les hommes partent des campagnes, partent des villes, ils partent donc des champs, ils partent des usines, ils partent des taxis qu'ils conduisent, ils partent des emplois publics ou non qu'ils occupent. Donc c'est très 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 difficile de passer d'un état de paix à un état de guerre à l'époque. Et si on n'est pas excellemment bien préparé, ça peut donner une catastrophe majeure. Par exemple, en 1870, en France, la mobilisation a été ratée. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites là-dessus. Et ça a joué en partie sur la défaite. Par contre, apprenant de ses erreurs, elle a réussi une très bonne mobilisation en 1914 grâce à des personnalités comme Joffre. Or, pour revenir au cas de l'Italie, ce pays qui est jeune est loin d'être la plus grande puissance démographique et économique en 1915, ce qui a des problèmes pour son armée. D'autant plus que le pays vient de sortir d'une guerre assez peu connue avec l'Empire ottoman entre 1911 et 1912. Pourquoi? Je l'avais expliqué précédemment et je le refais si ce n'est pas le cas, mais je crois l'avoir fait. Le pays qu'est l'Italie veut avoir une place sur la scène internationale, avoir son prestige, être considéré comme une grande puissance, et à l'époque, une bonne partie des dirigeants pensent que cela passe aussi par la possession de colonies. Donc vu que presque toutes les terres avaient été colonisées par les Européens, l'Italie a décidé, je résume évidemment à gros traits, de s'attaquer à l'Empire ottoman pour lui ravir encore quelques terres, notamment la Libye. Donc c'est ce qui était le cas, l'Italie a gagné cette guerre, mais ça a nécessité l'envoi de près d'1 million de soldats sous les drapeaux et des crédits très importants. De plus, à l'époque où l'on parle, en 1915, les tribus
refuse sa domination, donc les Libyens refusent la domination italienne, qui ne va être achevée que sous Mussolini, hein, à grands coups de moyens et d'armes pas toujours très légales. Et donc Rome doit laisser des dizaines de milliers d'hommes sur la bande côtière pour tenir sa colonie. À titre de comparaison, c'est un petit peu ce que la France fait au Maroc, hein, où la conquête est réellement achevée qu'après la Première Guerre mondiale. Beaucoup de soldats français restent au Maroc et se restreignent à quelques postes pendant la Première Guerre mondiale. Donc là, c'est pareil. Donc on a un pays qui vient de sortir d'une guerre, qui a coûté très cher, qui n'est pas un géant économique à la base, donc ce qui est difficile, et qui en plus n'est pas un géant démographique. À l'époque, on ne vient pas en Italie comme aujourd'hui, on en part. Par où? Pour la France, et bien sûr pour les États-Unis. Ce sont les fameux Italo-américains, dont certains plus tard vont être impliqués dans des affaires, vous le savez très bien, de prohibition, donc d'alcool, de drogue, etc., avec des figures très connues et très romancées comme Al Capone, mais néanmoins ce sont des gens qui à la base venaient d'Italie. Donc c'est un pays qui est pauvre, surtout dans le sud, et qui vient de sortir d'une guerre. Donc c'est quelque chose qui est compris à l'époque, et le chef d'état-major de l'armée italienne, donc ça veut dire que de fait c'est son commandant en chef, hein, Cadorna, Luigi Cadorna, qui va être très critiqué par la suite pour sa conduite de la guerre, on va le voir, est conscient de ces faits et s'occupe à les gommer le plus possible durant les mois de neutralité italiens. Rappelons-nous, hein, l'Italie qui est neutre pendant presque un an plutôt, 1914-1915. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prépare la mobilisation, des plans sont faits, des unités sont créées qui obligatoirement vont être renforcées pendant la guerre, c'est un peu pour anticiper tout ceci, et il décide de porter un énorme coup en avant dans l'accélération, je veux dire dans la formation et la promotion des officiers de carrière et de réserve. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une armée a une tête, a un corps, a des bras, des jambes, et elle a besoin pour encadrer les masses d'hommes, les masses de soldats du rang, de sous-officiers et d'officiers. Le long d'une chaîne de commandement qui prennent des ordres, hein, du simple sergent au général d'armée. Donc ce sont des officiers, ceux qui commandent, il faut les former, il faut en avoir un nombre suffisant pour que l'armée puisse se mouvoir, puisse se battre. Sinon, on ne peut pas gagner. Donc en Italie, il n'y a pas assez d'officiers, et Cadorna décide d'en promouvoir beaucoup, et de l'autre côté, d'en former d'autres. Alors, le problème, c'est que c'est un petit peu artificiel. Pourquoi? Parce que quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il promeut des gens qui ne le méritent pas forcément, et c'est une vague de nomination qui est tellement resserrée sur le temps qu'elle entraîne des dysfonctionnements importants. Je m'explique. Vous êtes par exemple un lieutenant qui vient d'être nommé capitaine, eh bien vous partez de votre poste de lieutenant pour occuper celui de capitaine. Donc quelqu'un d'autre doit le prendre à votre place, qu'il vienne d'une école militaire, qu'il sorte du rang ou d'ailleurs, peu importe. Mais c'est ce qui se passe dans l'Italie de l'époque à très grande échelle. Donc les régiments sont déstructurés parce que des hommes quittent en grand nombre leur poste pour en occuper un autre, donc ils ne connaissent pas forcément le lieu où ils arrivent, ils ne connaissent pas les hommes avec qui ils vont travailler, ils n'ont pas eu le temps de nouer des relations. À quelques mois d'une guerre comme la Première Guerre mondiale, pour l'Italie, c'est quand même quelque chose de gênant. D'autant plus qu'une bonne partie des officiers sont des officiers dits de réserve. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que dans les armées de l'époque, il n'y a pas assez d'officiers de carrière, de gens qui ont décidé de devenir officiers, de faire de leur vie la carrière d'officier, et donc on fait appel à des soldats et des officiers de réserve. Ça existe toujours aujourd'hui. C'est quoi? Ce sont des hommes qui occupent un emploi civil, mais qui, à cause de leurs convictions, à cause de leurs études, sont considérés une partie de l'année comme des militaires. Donc on leur doit le respect dû à un militaire, on les salue, ils sont des militaires à part entière pendant une partie de l'année. Ça existe encore en France aujourd'hui. Donc ces soldats qu'on voit à l'époque d'un air un petit peu condescendant, hein, les officiers de carrière pensent que ce sont juste des civils mal dégrossis, qui ne méritent pas forcément d'être là, eh bien vont être nécessaires pour tenir l'armée durant les combats. Énormément d'officiers, que ce soit l'armée italienne ou l'armée française, sont des officiers de réserve, c'est-à-dire des gens qui, une grande partie de l'année, sont instituteurs, sont professeurs, sont fonctionnaires, etc. et qui deviennent officiers durant les combats. Donc Cadorna forme et promeut énormément d'officiers de carrière et de réserve. Je me suis permis de parler un peu de cette distinction parce qu'elle est importante. Hein. Et rappelez-vous que l'armée française n'aurait sans doute pas tenu pendant la Première Guerre mondiale si elle n'avait pas eu un bon nombre d'officiers de réserve comme ceci. Hein. Or, l'armée italienne a besoin d'être fortement encadrée et commandée. Pourquoi? Parce qu'elle a une très très mauvaise cohésion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est que son recrutement est national. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les régiments, justement,
dans les unités, les soldats italiens viennent de toute l'Italie. Les dirigeants italiens ont voulu brasser énormément les populations pour éviter plusieurs choses. Éviter quoi? Eh bien éviter le régionalisme. Pourquoi? Parce que l'Italie est un pays qui est très très jeune, 1859-1860 pour se créer réellement, c'est très récent à l'époque, et qu'il y a encore, malgré tout ce que les dirigeants ont bien voulu dire, de grandes disparités entre les régions. Si aujourd'hui un Sicilien n'est pas un Napolitain, qui n'est pas un Turinois, à l'époque c'est encore plus accentué que de nos jours. Donc les gens parlent souvent encore un patois entre eux, ils ont des solidarités régionales, ils se connaissent, et comme on voyage assez peu à l'époque, en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui, le tourisme reste encore l'apanage de quelques gens aisés, eh bien on va très très peu dans le reste de son pays, mais c'est aussi valable pour la France. Donc l'italien, le dirigeant italien a peur d'un régionalisme trop accentué, il craint que des soldats qui se connaissent tous entre eux refusent d'obéir, pourquoi pas se révoltent, ne comprennent pas tout ce qu'on lui dit, donc le brassage est énorme. Alors, leur fantasme n'était pas irréel, puisque en France en 1907, qu'est-ce qui se passe? Eh bien un régiment, le 17e de ligne, est envoyé pour réprimer une révolte, une manifestation, une émeute, une grève de vignerons dans le sud de la France, parce que les vignerons à l'époque sont très ennuyés en France. Ils sont attaqués, du moins leurs vignes, par le phylloxéra, une maladie terrible qui en ruine une bonne partie d'entre eux, et se sont laissés aller à des manifestations de leur colère, parfois très violentes. Donc Clémenceau a quand même envoyé des soldats leur tirer dessus. N'oublie pas qu'à l'époque, c'est beaucoup plus violent qu'aujourd'hui. Vous avez des journaux entiers comme l'Assiette au beurre, vous regardez sur internet, qui se moquent de ces militaires qu'on envoie tirer sur la propre population. Or, le 17e de ligne est constitué en bonne partie de soldats qui viennent de la région et qui font quoi? Eh bien, se mutinent, qui refusent de tirer, ou du moins de réprimer leurs camarades. Ces gens de leur région, ces vignerons de leur région qu'ils connaissent. Donc, le régiment est puni, alors il n'y a pas de condamnation à mort ou quoi que ce soit. Les gens sont envoyés en Afrique du Nord pour les dépayser, pour les calmer. C'est souvent ce qu'on fait en France à l'époque. Les unités disciplinaires sont aussi en Afrique du Nord, ce qu'on appelle les fameux BATDAF, les bataillons d'Afrique. Donc l'Italie est consciente de tous ces exemples-là et a peur de ceci. Donc c'est une armée qui est très peu cohérente, qui a une très mauvaise cohésion, parce que les soldats ne se connaissent pas, ils viennent de toutes les parties d'Italie, alors ils vont peut-être pas se révolter, mais ils ne sont pas habitués à vivre ensemble, ils n'ont pas les mêmes coutumes, pas forcément la même langue, etc., etc. Donc vous voyez, un pays qui vient de sortir d'une guerre, un pays qui n'est pas un géant démographique ni économique, un pays en plus qui est une armée qui est assez peu cohérente et qui n'est pas assez encadrée. Donc Cadorna essaye de gommer tous ces problèmes, de les lisser, et il fait pareil dans le domaine de l'armement. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il introduit des nouvelles pièces d'artillerie et il augmente la fabrication de fusils. Pourquoi? Eh bien parce que, ça il le sait très bien, une guerre consomme certes des hommes mais aussi énormément de matériel. Par exemple, pour reprendre une période plus ancienne, une bataille comme celle d'Austerlitz détruit plusieurs milliers de fusils. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils tombent dans la boue, parce qu'on marche dessus, parce qu'ils sont écrasés, parce qu'ils sont trop anciens, certaines pièces sont trop usées, abîmées à force d'être sollicitées pour être remplacées, parce que le bois craque, parce qu'ils sont détruits par leurs propres utilisateurs pour des raisons diverses, désertion ou mutilation, etc. Donc une bataille consomme énormément de fusils. Donc Cadorna anticipe, en fait fabriquer de très nombreux, au besoin faisant travailler l'industrie privée. Alors il n'est pas le seul à le faire. En France, on a par exemple des usines qui faisaient des cycles, qui faisaient des vélos, qui se mettent à fabriquer durant le cours de la guerre un fusil mitrailleur, le fameux Chauchat. Les forges et chantiers de la Méditerranée, pour la Seconde Guerre mondiale, fabriquent des blindés, du moins juste avant, comme le FCM-36, etc., etc. C'est très courant de faire intervenir des contrats dans l'industrie privée pour suppléer à celle de l'État qui ne suffit pas en temps de guerre. Mais malgré tout ça, les manques italiens restent cruels dans de très nombreux domaines, notamment les grenades, les mitrailleuses et l'artillerie lourde. Or, on va les prendre point par point et expliquer en quoi c'est gênant. D'une part, on sait que la guerre a éclaté en août 1914 et qu'elle dure donc pratiquement depuis un an quand les Italiens rentrent en guerre. Donc ils auraient pu se rendre compte de quoi? Eh bien du fait que les grenades, les mitrailleuses et l'artillerie lourde sont justement très importantes. Donc vous savez, cette mitrailleuse qui est une arme à la fois offensive et défensive, surtout défensive à l'époque parce qu'elle est très lourde, qui peut tirer énormément de cartouches en une minute, elle l'a fait même en août 14,
détruire une unité entière en quelques minutes si elle est bien armée et si en face on ne sait pas comment se battre contre elle. Eh bien les Italiens manquent cruellement de mitrailleuses, alors même que les combats depuis un an ont montré leur très grande efficacité. Si on ne peut pas détruire une mitrailleuse, certains secteurs sont impossibles à attaquer. Pareil pour les grenades, on se bat notamment dans les tranchées. Alors c'est un peu un fantasme, hein, le combat au corps à corps, à la pelle, etc. Pas vraiment, mais on utilise beaucoup de grenades qui permettent d'avoir une puissance explosive dans les mains de chaque homme en fait. Hein. Et l'artillerie lourde, elle sert à détruire les tranchées, à détruire les bunkers, à détruire l'artillerie adverse. Elle est lourde comme son indique, ça veut dire qu'elle est d'un gros calibre, elle se déplace peu, mais elle est nécessaire dans une guerre de position. Les Français de 1914 avaient basé leur confiance presque entièrement sur le canon de 75. Vous regarderez par vous-même ses caractéristiques, un très bon canon, qui est léger, qui se déplace bien, mais qui ne tire pas assez loin par rapport à ses concurrents plus lourds, et qui est trop peu puissant face à eux. Or, à partir du moment où les combats se sont stabilisés, où le front s'est stabilisé, eh bien on s'est rendu compte qu'on manquait énormément d'artillerie lourde et que les canons français n'arrivaient pas à détruire leurs homologues allemands parce que ceux-ci tiraient plus loin. C'est ce qu'on appelle contrebattre. En termes militaires, quand on dit contrebattre, c'est répondre au feu d'artillerie par un autre feu d'artillerie. Je sais que tout ceci est technique, mais les Italiens manquent de mitrailleuses, donc cette arme qui permet de saturer une position de balles très rapidement, et d'artillerie lourde, donc de gros canons, qui permettent de détruire les canons ennemis et d'enfoncer un point du front en l'écrasant sous les bombes, hein, sous les obus. Donc, ce sont des graves faiblesses, comme vous le voyez. De plus, la guerre commence fin mai pour les Italiens, mais leur mobilisation s'effectue dans le plus grand désordre. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un pays qui est insuffisamment industrialisé et qui manque de moyens de transport. Or, on parle de centaines de milliers d'hommes quand même qui d'un seul coup passent de l'état de civil à celui de militaire. Donc ils doivent se rendre aux casernes. Là-bas, on les équipe, on leur donne un uniforme, on leur donne des armes, on les entraîne sommairement, certes, mais tout de même, et on les envoie sur le front. Eh bien, pour cela, il faut des trains, il faut des voitures, il faut des camions, et c'est très compliqué. Donc la mobilisation italienne s'effectue dans le plus grand désordre, et elle n'est terminée qu'en juin 1915, mi-juin 1915, elle dure presque un mois. Alors là, on va plus se dire, mais pourquoi les Autrichiens n'ont pas attaqué? Pourquoi n'ont-ils pas profité pour éliminer leur adversaire qui n'était pas encore prêt? Eh bien parce qu'ils ne le peuvent pas, heureusement pour l'Italie. Pourquoi? Et parce que l'Autriche-Hongrie est trop occupée pour en profiter. Pourquoi? Ça fait tout le temps pourquoi, tant pis. Elle se bat sur deux fronts. D'abord la Russie, qui est son adversaire principal durant le début de la guerre, où les masses d'hommes sont très importantes, où le front avant circule avec des offensives parfois très meurtrières. Mais ce n'est pas tout. Souvenez-vous, quelle est l'origine de la Première Guerre mondiale, du moins le prétexte? C'est l'assassinat de l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, qui avait été tué, souvenez-vous, par un Serbe. Donc là, on est au début de la Première Guerre mondiale, l'Autriche, c'est l'un des premiers mouvements offensifs, attaque la Serbie. Elle pense l'écraser en quelques semaines, eh bien c'est pas le cas. Au moment où on parle, en 1915, en juin 1915, elle est toujours en train de se battre contre la Serbie, qui résiste avec acharnement depuis près d'un an, et qui ne va être battue qu'à la fin de l'année 1915, et encore, une partie de son armée va pouvoir s'enfuir et rejoindre d'autres positions alliées, notamment en Grèce, à Salonique. Hein. Donc c'est un adversaire qui est coriace, pourquoi? Parce qu'ils se battent pour leur pays, et parce que le terrain ne facilite pas l'avancée des adversaires. N'oubliez pas que les Balkans, c'est un endroit où s'avance encore une partie des Alpes, qu'on appelle les Alpes dinariques, et que la ramification va jusqu'en Grèce. Hein, c'est un endroit qui est très montagneux, et qui manque de routes, etc. Donc il est difficile de s'y battre. Donc les Autrichiens sont occupés à la fois contre les Russes et contre les Serbes, et n'ont pas assez d'hommes, tout simplement, pour passer à l'offensive sur le front italien. Donc les Italiens ont de la chance. De plus, la frontière avec l'Autriche-Hongrie n'est pas non, les Italiens n'ont pas de frontière commune avec l'Allemagne, et même si les Allemands, on le verra plus tard, vont envoyer des troupes en Italie, ils ne peuvent pas à l'époque s'occuper de l'Italie à eux seuls. Donc cette mobilisation terminée, confusément mais tout de même finie, l'Italie dispose de quoi? Eh bien d'1 million d'hommes en armes sur le front, ainsi que 31 000 officiers. Donc avec les troupes à l'arrière et celles qui sont encore en Libye, ce chiffre grimpe à près d'1 600 000 hommes. Troupes à l'arrière, pourquoi? Eh bien parce qu'il faut toujours des hommes pour encadrer les unités qui sont en cours de formation et d'entraînement, pour garder les dépôts, pour garder les casernes, pour garder les chemins de fer, les aérodromes.
Souvent on confie cette tâche à des vieux soldats, qu'on appelle les territoriaux dans beaucoup de pays, mais il y a toujours des hommes à l'arrière. Pareil pour les officiers dans les ministères, etc. etc. Et en Libye, j'ai expliqué pourquoi. Donc ça fait 1 600 000 hommes. Pour l'Italie de l'époque, c'est quand même beaucoup. Et ces troupes sont réparties en 4 armées différentes, avec 35 divisions d'infanterie, 4 de cavalerie, l'artillerie avec les défauts qu'elle a, on l'a expliqué, le génie et les services. Donc une division c'est quoi? C'est une unité qui à l'époque, dans l'Italie de l'époque, rassemble 16 000 hommes. Une division c'est plusieurs régiments, commandés par un général de division, et souvent quand on parle de bataille, on dit toujours telle division, etc. Voilà, c'est une unité qui est assez centrale dans la gestion d'une guerre. Généralement, on mesure la force d'un pays à l'époque en termes de division. Donc on l'a dit, l'artillerie est insuffisante, elle manque même de munitions, et par contre on voit quoi? Eh bien que l'aviation italienne est encore très embryonnaire, et j'ai parlé des mitrailleuses tout à l'heure. Tenons-nous bien, il n'y a que 648 mitrailleuses au total dans l'armée italienne. C'est extrêmement peu, ça veut dire 2 par régiment. Un régiment c'est quoi? C'est 3 à 4 000 hommes. Donc une mitrailleuse tous les 2 à 3 à 4 000 hommes, c'est extrêmement peu, et les Italiens vont devoir rattraper leur retard à marche forcée au cours de la guerre, mais tout ça on le verra. Pourtant ils sont confiants. Pourquoi? Eh bien parce que, malgré l'exemple du reste de l'Europe, ils croient encore à une victoire rapide. Souvenons-nous pourtant que le front s'est stabilisé fin 1914, début 1915, et qu'on est passé rapidement à une guerre de tranchées. Surtout à l'ouest justement, moins à l'est, je vais y arriver, contre la Russie, mais tout de même, cette guerre, qui est la Première Guerre mondiale, se caractérise surtout par une guerre de position, du moins en Europe. Pourtant, les Italiens restent confiants. Ils sont persuadés que la guerre va être très rapide, parce que leur adversaire est occupé, on l'a vu, sur 2 fronts, et il ne va pas pouvoir faire face à l'attaque en masse d'une armée qui n'a pas encore connu le combat. De plus, ils sont persuadés que l'empire multiethnique d'Autriche-Hongrie est rongé de l'intérieur. C'est pas tout à fait faux. Rappelons-nous que c'est un empire qui s'est formé pendant des siècles, qui a conquis de nombreuses terres, qui ne sont pas du peuple d'origine et du peuple dominant, du moins dans les cercles dirigeants de cet empire, que sont les Autrichiens et plus tard les Hongrois. Donc, il y a aussi des Italiens encore qui appartiennent à l'Empire d'Autriche-Hongrie. Il y a des Slaves du Sud qui vont former la nouvelle Yougoslavie après la Première Guerre mondiale. Il y a des Slovaques, il y a des Tchèques, il y a aussi des Roumains, des Rutènes, ça veut dire des Ukrainiens. Il y a donc de très nombreuses nationalités en Autriche-Hongrie, et commander une armée pareille est quelque chose de difficile. Donc les Italiens pensent que ce caractère multiethnique va les empêcher de tenir. En fait, ils vont résister jusqu'en 1918, et que, ce qui n'était pas tout à fait faux, l'attaque d'une armée qui n'a pas encore connu le combat pratiquement en entier sur un front qui est peu défendu va suffire. Le problème, c'est que le terrain est très montagneux sur une bonne partie de la frontière entre les deux États, ce sont les Alpes tout simplement, et Cadorna, donc le chef d'état-major italien, décide de concentrer ses forces sur la partie la plus proche de la mer. C'est logique, c'est là que le terrain est le moins montagneux, que les Alpes s'abaissent et qu'il est possible d'attaquer. Donc le long du fleuve Isonzo, on va voir l'importance de son fleuve durant toute la Première Guerre mondiale, sont rassemblées 15 divisions d'infanterie sur 35, bientôt augmentées de 7 laissées en réserve, et à l'été 1915, les Italiens attaquent en masse, attaquent en force, le long de ce fleuve Isonzo, en espérant vaincre leur ennemi, comme on l'a dit. L'objectif est un passage en force qui doit amener une victoire rapide, mais, comme nous le savons, la guerre entre ces deux pays ne prend fin que le 4 novembre 1918, pour ça que vous avez plein de places 4 novembre 1918 en Italie. C'est donc que cette offensive a échoué, et nous verrons pourquoi la prochaine fois, après avoir vu ces histoires de préparatifs. Je vous remercie pour votre écoute, d'être toujours plus nombreux, et nous reprendrons ceci au cours de l'été. Passez une bonne journée.